Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. À ce jour, plus de 1,4 million de cas de Covid-19 ont été reportés sur le continent africain et près de 35 000 personnes sont mortes à cause du coronavirus selon l'Africa CDC. C'est peu en comparaison des autres continents. L'OMS organisait jeudi 24 septembre une conférence de presse pour détailler les premières pistes de recherche pour tenter d'expliquer cette situation. Au départ, les perspectives étaient mauvaises. Les analystes envisageaient des millions de morts sur le continent, qui compte une majorité de pays pauvres au système de santé faible. Mais plus de 6 mois après le premier cas en Afrique, les ravages attendus ne se sont pas produits et le nombre de cas diminue dans la plupart des pays. Après avoir comparé le code génétique de plusieurs échantillons de SARS-CoV-2 en Afrique, il apparaît que le virus est semblable à celui qui circule en Europe. Les scientifiques écartent donc la possibilité d'une souche africaine moins dangereuse. Alors, comment expliquer que le continent échappe en grande partie à la pandémie ? Les mesures de confinement strictes ont été adoptées très tôt dans la plupart des pays d'Afrique, et cela a certainement aidé à garder le nombre de cas très bas. Le fait que les pays africains ont déjà l'expérience de nombreuses maladies infectieuses comme le paludisme ou Ebola malgré les systèmes de santé défaillants peut aussi être une explication. Mais il y a d'autres raisons pour expliquer la particularité africaine. Et même si les données cliniques et sociologiques sont encore parcellaires, les chercheurs estiment que la situation en Afrique s'explique par une combinaison de multiples facteurs. Une première explication viendrait de l'âge de la population. Les scientifiques ont en effet montré que les personnes âgées étaient plus à risque de contracter la Covid-19. La température ou même la manière de vivre pourrait également jouer. En effet, les seniors vivent dans la maison familiale en Afrique et non pas réunis au sein de maisons de retraite. Cela a pu éviter des foyers de contagieux. La ruralité serait aussi une explication, la plupart des personnes travaillant à l'extérieur. Des études préliminaires montrent aussi, par exemple, que 80% des cas de Covid-19 en Afrique sont asymptomatiques, contre 40 à 50% en Europe, selon l'OMS. Adopté ce 29 septembre, le plan de relance sénégalais nécessite 22,4 milliards d'euros de financement d'ici à 2023, avec un fort concours attendu des entreprises. Macky Sall, président du Sénégal, a acté la mise en route du PAP 2A, Programme d'action prioritaire 2 ajusté et accéléré, dévoilé le 13 août. Pour Macky Sall, le plan de relance doit surprioriser la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire. Parmi les points clés du plan, figure au premier chef le domaine de la santé, avec un programme d'investissement sectoriel chiffré à plus de 500 milliards de francs CFA, soit 762 millions d'euros. Autre volet pointé par Macky Sall, l'accroissement de 50% des financements de la campagne agricole qui passe de 40 à 60 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit aussi soutenir le secteur privé via diverses mesures fiscales, douanières et d'injection de liquidités restant à détailler. Concernant la situation économique, selon les propos de Macky Sall ce 29 septembre, le Sénégal devrait retrouver le chemin de la croissance dès 2021, avec un bond de l'économie de 5,2%, puis 7,2% en 2022. Le taux de croissance devrait, pour la première fois de l'histoire du pays, passer à 2 chiffres en 2023 à 13,7%, et ceci grâce à la mise en production des importants projets pétro-gaziers offshore de Grand Tortue et Sangomar. Concernant la dette du pays, qui s'affiche à environ 70% du PIB, le président sénégalais appelle enfin à poursuivre les initiatives en vue d'une prolongation d'un moratoire jusqu'en 2021. La Banque mondiale a accordé 2 prêts à Yaoundé d'un montant total de 325 millions de dollars pour relancer les projets d'irrigation dans le nord du pays et réduire les inégalités dans l'accès à l'enseignement secondaire. Construit dans les années 80, le barrage de Lac d'eau dans la vallée de la Benoué visait à produire de l'énergie et à favoriser l'irrigation. Mais ce second objectif est loin d'avoir été atteint. C'est pour donner un second souffle au projet de valorisation des investissements dans la vallée du Benoué que la Banque mondiale a approuvé le 10 septembre un prêt sur 7 ans de 200 millions de dollars au pays. Outre le soutien à la production agricole et à l'agro-industrie, le projet permettra de construire et de réhabiliter des infrastructures d'irrigation et de drainage et mettre sur pied un système d'alerte précoce en cas d'inondation, ainsi qu'un système d'appui aux associations d'usagers de l'eau d'irrigation.
L'agriculture demeure l'épine dorsale de l'économie camerounaise. Elle emploie 70% de sa main-d'œuvre, tout en représentant 42% de son PIB et 30% de ses recettes d'exportation. L'institution de Bretton Woods a également accordé 125 millions de dollars au Cameroun en juillet afin de renforcer l'accès équitable à un enseignement secondaire général de qualité et à des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail. La principale innovation sera la création d'un fonds de développement des compétences ouvert aux institutions de formation qui pourront recevoir un appui gouvernemental si leur projet est retenu. Les critères de sélection seront l'innovation, la pertinence des formations et le lien avec le marché de l'emploi. Comme ailleurs dans le monde, la pandémie de Covid-19 a encouragé le passage au numérique d'une partie de l'économie de l'Angola. C'est le cas de Pedro Beirao, PDG de Happy Saúde. Il dirige une plateforme qui a totalement modifié le lien entre les patients et le secteur de la santé, notamment avec les médecins, les hôpitaux et les pharmacies. L'entreprise de Pedro Beirao est en train d'étendre les services qu'elle propose. Autre exemple qui montre que le digital peut être une réponse adaptée à la nouvelle normalité que nous vivons, une start-up a réussi le pari de connecter l'économie informelle au monde numérique. Sur les marchés de Luanda, de plus en plus de petits vendeurs utilisent une plateforme digitale pour s'approvisionner et faire livrer leurs fruits et légumes. Le service existe depuis plusieurs années, mais il s'est beaucoup développé durant la pandémie. Pour les vendeurs, le service permet de gagner du temps et donc de l'argent, puisque c'est la plateforme qui source les produits et qui s'occupe du transport. Le système fonctionne très bien à Luanda, mais également dans d'autres villes du pays. L'enjeu est très important puisqu'en Angola, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique, ce secteur informel est l'un des piliers de l'économie. Ce modèle pourrait être répliqué partout dans le monde. C'est déjà le cas de la plateforme de Pedro Beirao qui fonctionne également au Rwanda et qui intéresse même les Suédois. La société nigériane Film One obtient l'exclusivité de distribution des films Disney en Afrique de l'Ouest anglophone. Cet accord conclu en septembre permettra une plus grande offre en termes de blockbusters et de mieux promouvoir la culture cinématographique au Nigeria, Ghana et Libéria. Ce mariage entre Hollywood et Nollywood pourrait également donner une plus grande visibilité à l'industrie du film africain. En 2019, un accord similaire avait été signé avec le géant chinois des médias Wawa pour coproduire le premier film sino-nigérian, 30 ans en Chine. La même année, le groupe français Canal+ avait acquis les studios de cinéma Rock pour créer davantage de contenu nigérian pour son public francophone. En Afrique du Sud, la journée du patrimoine a été célébrée au rythme du célèbre tube du DJ sud-africain Master KG. À travers le pays, travailleurs, joueurs de l'équipe nationale du rugby ou encore étudiants, tous ont relevé le défi du Jerusalema Dance Challenge. Lors d'une adresse à la nation, où il était notamment question de l'assouplissement des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, le président Cyril Ramaphosa avait appelé ses concitoyens à célébrer la culture sud-africaine à travers ce challenge. Sortie en 2019 et très populaire sur le continent africain, la chanson a gagné en popularité après le confinement par le biais d'un défi lancé sur TikTok. Depuis, le Jerusalema Dance Challenge a fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Félix Auger-Aliassime a récolté 80 000 $ pour le programme EduChange mis en place par l'ONG CARE pour l'éducation et la protection des enfants dans la région de Kara au Togo. Le tennisman canadien donne 5 $ à chaque point gagné sur le court. Début 2020, le grand espoir du tennis mondial avait annoncé sa décision d'apporter sa contribution à l'avenir des jeunes générations du Togo, le pays d'origine de son père. Il aura l'occasion de poursuivre sa collecte lors du tournoi de Roland-Garros qui se tient en ce moment. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.